ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer par toi, Ben. Je pense que t'as encore à nous parler de science-fiction cette fois-ci à nouveau. C'est la première fois que je commence, donc je dois avouer que oui, c'est vrai. Je suis un peu stressé, j'ai jamais commencé, je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, on va... Ça va aller, respire, respire. Ça va aller, c'est bon. C'est bon. C'est vrai que t'es toujours en dernier généralement, donc c'est pour ça, mais bon, ça va le faire. Première fois à tout, hein, c'est normal. Yes, je vais encore vous parler de science-fiction, puisqu'il reste encore des sous-genres dont j'ai pas traité. Aujourd'hui, on va parler non pas d'un, non pas de deux, non pas de trois, non pas de quatre. Si. Mais attention, pas de roulement de tambour, tant pis, c'est pas grave. Non, c'était superflu de toute façon. Non, en fait, on va parler de 4 sous-genres de la SF. Vous êtes sans doute en train de vous dire, mais enfin Ben, comment comptes-tu parler de 4 sous-genres de la SF dans une chronique relativement courte comme tu as l'habitude de les faire? Ce à quoi je répondrai, eh bien en réalité, ce que je vais faire là, c'est plus du 4 en 1. Je vais pouvoir vous parler des 4 en ne vous en présentant en fait vraiment qu'un seul. D'accord. Voilà, alors comment... Non mais bien sûr, ça soulève d'autres questions. Comment un tel tour de force est-il possible? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 4 sous-genres qui sont, au final, il me semble, très proches, très semblables dans leur construction, ainsi que finalement dans leur appellation. Hein. Aujourd'hui, on va parler de cyberpunk. On va parler aussi par extension de steampunk, on va parler aussi de dieselpunk ainsi que de biopunk. Donc vous aurez saisi la similitude qu'il y a du suffixe punk. Voilà, ils ont cette partie de leur nom en commun, d'où leur ressemblance, mais on y reviendra. Voilà, comme d'habitude, hein, une fois n'est pas coutume, continuons avec une petite définition des familles. Je sais que vous adorez ça. Moi j'adore les définitions. Vous en redemandez, vous êtes avide, gourmand de définition, n'est-ce pas? J'adore ça. Alors cyberpunk, moi j'aime bien aussi. Cyberpunk est un amalgame de 2 mots, alors cyber et punk. Ouais, jusque là pas de surprise. Cyber, c'est lui-même une abréviation de cybernétique. Et du coup, qu'est-ce que la cybernétique? Vous êtes prêts pour une petite mise en abîme? Eh bien oui. Piquer des hannetons. Une définition dans la définition. C'est Definiception. Ouais, exactement. Si vous avez peur au sortir de tout ça de ne plus savoir faire la différence entre le réel et la définition, c'est que ma magie aura opéré. Sinon, c'est que vous êtes mentalement stable. Mais revenons à nos moutons électriques, voulez-vous. La cybernétique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, mais en tout cas, j'ai été un petit peu surpris. Il s'avère que c'est la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. La cybernétique, forcément, je sais. Et moi, je ne le sais, je sais maintenant. Je ne savais pas avant de savoir, ce qui est logique. Mais peu importe, la cybernétique considère que tout système vivant ou non vivant est imbriqué en interaction constante et la plupart du temps en harmonie. On considère qu'une société, une économie, un réseau d'ordinateurs, une machine, une entreprise, une cellule, un organisme, un cerveau, un individu, un écosystème sont des systèmes certes complexes, mais que l'on peut étudier, connaître, maîtriser et contrôler au final si l'on s'y intéresse. Alors, la cybernétique, c'est une science qui a été fondée en 1948 par le mathématicien américain Norbert Dragono. Wiener. Je sais pas comment ça se prononce, Wiener. J'ai pas compris. W-I-E-N-E-R, peu importe. Celui-ci, conscient de l'impact de sa découverte sur les sociétés, prévoyait déjà dans les années 50 le remplacement de l'homme éventuellement par des intelligences artificielles et mettait en garde les responsables politiques de l'époque contre les conséquences d'une utilisation irréfléchie de machines en fait dans le cadre de l'évolution de la société. Le deuxième mot qui est associé au genre, c'est le mot punk. Voilà, ce sera moins compliqué puisque ça signifie, c'est un mot anglais qui signifie voyou. Voilà. Le mot punk est associé aujourd'hui majoritairement au mouvement punk, qui trouve ses origines dans l'Angleterre des années 70. Mouvement portant des valeurs libertaires et anarchistes, à contre-courant du libéralisme et du conservatisme politique. Les punks sont aujourd'hui, et à l'époque déjà également, la figure typique du marginal en opposition aux valeurs établies, aux valeurs majoritaires, révolté, contestataire et parfois violent. Bon, le mot cyberpunk, la contraction des 2 mots, a été utilisé pour la première fois au début des années 80
Il s'agit d'un titre en fait d'une série de nouvelles publiées dans le magazine américain Amazing Stories, qui est très célèbre, ce magazine, pour avoir publié énormément d'œuvres de science-fiction. C'est d'ailleurs le thème de l'Amazing Stories. On ne devrait donc pas être surpris d'y trouver de la science-fiction. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Et ces nouvelles ont été écrites par Bruce Bethke, si on prononce à l'anglaise. Bethke, il raconte en fait dans cette série de nouvelles qui s'intitule Cyberpunk les péripéties d'adolescents hackers. D'accord. Voilà. Il fait le pari de rapprocher les nouvelles technologies informatiques du mouvement punk contestataire grandissant. Le mot cyberpunk est associant, dans l'occurrence, il me semble, l'acte de hacking comme une sorte de mouvement de contrôle ou de résistance éventuellement, puisque a priori illégal. Ce rapprochement fera des étincelles, puisque le terme est resté aujourd'hui et a donné son nom à un sous-genre de la science-fiction. D'accord. Alors le cyberpunk, c'est un sous-genre de la SF, donc, comme je viens de le dire, qui est aux frontières assez vagues. Bon, ça devrait pas être trop... bon, vous l'aurez compris depuis le temps que vous me suivez. Les sous-genres de la SF ne sont pas imperméables les uns aux autres. Bien évidemment. Ah oui, mais ils sont au final... Enfin, il est au final très rare de rencontrer une œuvre qui ne soit purement que rattachée à un seul sous-genre. Là, honnêtement, moi, il ne m'en vient pas à l'esprit qu'il soit... Voir une œuvre qui est purement du post-app ou du... Je sais pas si c'est possible, ça doit exister. Je chercherai d'ailleurs. Ce sera peut-être l'objet d'une chronique future. Tu l'as trouvé. Bah ouais, je vais tomber à court de sujets en fait là. Parce que c'est ton dernier là, du coup, c'est ça. Bah a priori oui, j'irai revoir ma liste des sous-genres de SF. Peut-être que j'en ai oublié un au passage, c'est possible, mais il me semble que j'ai plus ou moins tout couvert. Alors le cyberpunk, il est souvent associé à la hard science. Souvent, pas systématiquement, mais assez souvent. Le récit, quant à lui, est souvent fixé dans un cadre à forte connotation dystopique. Ouais. Alors, la dystopie, c'est un peu l'inverse d'une utopie, en fait. Carrément l'inverse de l'utopie, c'est une société de contrôle total, où finalement on a très peu, voire aucune liberté individuelle. Alors la technologie, dans ces récits, elle est au cœur de la vie humaine. Alors on ne peut plus en aucun cas ignorer cette technologie, on ne peut plus en contourner l'usage dans c'est comment dire, elle est au cœur de la vie humaine, en fait, elle est au cœur du récit et zut, je suis en train de me perdre. C'est pas grave. Je crois que j'ai pas. C'est le stress d'être premier. C'est peut-être ça, ou peut-être le fait que je me suis pas très bien préparé. C'est possible. Ça joue. Ça peut potentiellement jouer, mais c'est pas grave, on est avec toi, on te supporte. En fait, dans ces mondes cyberpunk, ceux qui ne se plient pas à l'utilisation de ces technologies sont considérés comme au mieux des parias ou des fous. Au pire, et souvent c'est le cas comme des dissidents. Parce que oui, cette société qui est dépeinte dans les mondes cyberpunk, dans ces mondes souvent dystopiques, c'est une société qui est éminemment technocratique, où la technologie clairement n'est pas utilisée que pour faire le bien. Ouais. C'est même souvent... Bien au contraire. Bien au contraire, un vecteur de contrôle absolu sur les corps et les esprits, un organe de surveillance implacable, et finalement, au travers du contrôle et de la surveillance permanente, un outil d'oppression surplombant. Bien sûr, la technologie qui est mise à l'honneur dans ces univers cyberpunk, c'est l'électronique avec l'informatique et aussi éventuellement de la robotique. Mais globalement, c'est des technologies qui tournent autour de l'électronique. Les mondes cyberpunk se résument souvent à des mégalopoles surpeuplées où la population baigne en permanence dans une sorte de syncrétisme culturel, puisque c'est des endroits où on a rassemblé des millions et des millions de personnes, où la technologie omniprésente fait autant partie du quotidien que la respiration même des personnes qui y vivent. Et c'est d'ailleurs dans certains de ces univers comme Total Recall littéralement le cas, puisque dans Total Recall on y décrit la vie de certains qui est entièrement dépendante en fait des machines. C'est-à-dire que si les machines arrêtent de fonctionner, des gens meurent. Ce sont les colons martiens qui dépendent de la purification de leur air pour pouvoir survivre. On s'en sert d'ailleurs dans l'œuvre comme un moyen de pression pour les contrôler. Enfin, voilà, des trucs très sympas. Je vous conseille Total Recall, le film. Tu parles du premier, pas le remake avec Colin Farrell. Celui-là il est pas ouf, je dirais. Bon bref, vous l'aurez compris, la technologie, l'informatique, la robotique sont à l'honneur dans le cyberpunk. Je parlais tantôt de dystopie et c'est intéressant de l'évoquer
parce que c'est souvent le cas dans la science-fiction de manière générale. Il est souvent plus intéressant, comme je le disais dans ma chronique de Post-Up, de parler de choses qui ne vont pas que de choses qui vont. Mais oui. Parce que globalement, si tout va bien, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à raconter, il n'y a pas de péripéties, il n'y aurait pas d'éléments perturbateurs, et donc le récit n'aurait pas lieu, en fait, il serait rendu caduque. Bon, en l'occurrence, ici, dans le cyberpunk, et comme c'est souvent le cas en science-fiction de toute manière, le récit sert avant tout de prétexte pour transposer des préoccupations contemporaines d'un auteur dans un univers de fiction futuriste hypothétique. C'est une manière de cristalliser les angoisses et les peurs d'un auteur au travers d'une fiction, et ainsi d'explorer, comme quasiment toujours, différentes pistes, différentes voies qui s'offrent à l'humanité à partir d'une thématique centrale. En l'occurrence, pour le cyberpunk, et vous allez voir pour les autres punks, c'est une forme de technologie particulière. Bon, en fait, les dystopies cyberpunk, c'est vraiment une illustration parfaite de ces angoisses et de ces préoccupations. Les auteurs de SF confrontés au développement et progrès technologiques de leur temps, et moi je pense notamment aux années 70-80, se posent la question de la place que va prendre cette technologie dans un futur plus ou moins proche. Une technologie qui prend une place qui est de plus en plus importante, bien sûr, et on le voit aujourd'hui, puisque cette technologie elle est omniprésente. Moi je suis le premier à passer le plus clair de mon temps connecté via internet, que ce soit sur mon téléphone ou un ordinateur. Enfin voilà, je pense je passe assez facilement la moitié de ma vie, donc j'ai pas de mal à l'admettre. Maintenant ça fait partie intégrante de nos existences, et je pense que vous serez d'accord avec ça. Oui, en effet. Vous êtes bien évidemment passé peut-être pas autant de temps que moi sur les PC, et c'est peut-être tant mieux pour vous, mais si, un petit peu quand même, je pense. Ouais, si, un peu. Un peu quand même si c'est pas le PC, un écran de toute façon. Après, ça, en fait, c'est aussi lié à ton temps libre. Ah oui. Par exemple, je pense qu'on a tous eu énormément de temps libre, ou presque, quand on était à nos années de fac. Ouais. Et donc, forcément, qui appelle le temps libre dit... Non, moi je travaillais beaucoup. Moi, j'ai fait une fac d'histoire, donc j'avais du temps. Non mais je rigole, j'ai fait une fac d'art plastique. J'ai fait une fac de sciences humaines, donc c'est pas le temps. Fac d'histoire aussi, On est tous des vrais glandeurs. Voilà, bravo. Et c'est pour ça qu'on fait des podcasts en Ardèche maintenant, il n'y a pas de secret. Vous voyez à quoi vous en êtes rendu si vous faites pas des études scientifiques, pour ceux qui nous écoutent et pour qui ça n'est pas trop tard. Devenez ingénieur en aéronautique ou en hydraulique, peu importe, mais c'est ça le futur. Nous on est dépassés, on n'est pas rentable. On est de l'histoire ancienne. On est mis à la casse, en quelque sorte. Bon. Yes, super, merci pour ce constat. C'est pas grave, enfin si, c'est grave, mais bon. C'est un autre débat, un autre temps. On en parlera peut-être un jour. Ça peut être intéressant. Un débat sciences dures versus sciences sociales, qui sert à quoi et qui est le plus important. Moi, je dirais que tout est important, mais bon. Je pense que le débat risque de se terminer comme ça, je pense. C'est pas l'avis de tout le monde, mais pour en revenir au sujet, en effet au développement et progrès technologiques d'un temps plus ou moins proche. Ces auteurs de SF qui ont écrit, qui sont rendus célèbres pour avoir fait des œuvres cyberpunk, je pense qu'ils sont partis d'un constat qui est simple, c'est le développement de plus en plus rapide, l'investissement de plus en plus lourd qui a été fait, que ce soit en argent, en ressources humaines, à leur époque, bien sûr, revenons aux années 70-80, dans le développement de ces technologies, et je pense qu'ils sont partis du principe, et ils ont été assez clairvoyants à ce niveau-là, que l'électronique allait prendre une place de plus en plus importante et centrale dans nos sociétés. Je pense qu'aujourd'hui on est bien placé pour dire qu'ils n'ont pas eu tort, à mon avis, sur ce point-là, tout au moins. Les autres dystopies, ça peut être un autre débat, ça aussi, mais bon, pour une autre fois. Donc ils partent du principe que la technologie va avoir cette place centrale, et que quasiment toutes les relations humaines, même le social en fait, le social pas au sens politique, on fait du social, on donne des thunes à droite à gauche, le social en tant que relation humaine, en fait, les relations sociales entre hommes seraient gérées plus ou moins par le prisme de ces technologies, et ce qui tend à se concrétiser. En fait, le cyberpunk, il est souvent dystopique à mon sens, parce qu'il hérite d'une vision désabusée du progrès. Alors ça, c'est un truc dont j'avais déjà parlé dans ma chronique sur le Post-Up. Ouais. C'est cette vision positive du futur qui a été convoyée par le progrès technologique et scientifique du 19e et du début 20e, qui s'est retrouvé balayé, anéanti après la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement depuis... c'est ça coïncide avec la Seconde Guerre mondiale. Avec l'ère atomique aussi. C'est ça, l'ère atomique. Et la maîtrise de l'atome et de son pouvoir de destruction globale. Les peuples sur Terre prennent soudainement conscience que le progrès, contrairement à ce qu'on a pensé pendant presque un siècle,
le progrès ne mène pas nécessairement vers le meilleur, ne mène pas nécessairement vers le bon, il ne mène pas forcément vers ce qui est désirable, et la vision des lendemains qui chantent s'estompe petit à petit dans l'esprit des gens pour laisser un voile gris de résignation et de pessimisme. Et c'est à mon sens de cette désillusion, de ce désenchantement du monde que vont naître à terme les dystopies cyberpunk, où la technologie n'est plus utilisée pour l'émancipation de l'humanité, mais bel et bien pour son contrôle et son exploitation. En ce sens, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces auteurs et ces dystopies elles sont pas forcément plantées. Hein. On verra comment ça se passe dans les années à venir, mais plus ça avance et j'ai l'impression que plus on y vient. Bon, comme je l'ai dit, c'est pour un autre débat. Bon. Ouais, voilà, tâchons de pas tomber dans de pas tomber dans le jugement et le misérabilisme. Hein. Oui, les gens du futur nous jugeront. Ouais, et cela dit, pour ceux qui veulent lire du cyberpunk, qui en ont lu ou qui vont en relire, je pense que ça peut être intéressant. Mais on pourra pas s'empêcher au fil des lectures de tracer des parallèles intéressants quoi, entre ces œuvres qui étaient à l'origine de l'anticipation et nos sociétés actuelles. Le cyberpunk, c'est aussi intéressant soit-il, je vais pas vous mentir et peut-être que vous le savez déjà, mais c'est un sous-genre de la SF qui a pas très bien vieilli. Certains le prétendent même mort. Ah ouais ? Ouais. Et parmi ceux qui le prétendent mort, il y a les grands auteurs du genre lui-même. Ceux qui ont rendu le genre célèbre et qui se sont rendus célèbres au travers du genre. Bon, bien sûr, stricto sensu, le cyberpunk n'est pas mort, mais son intérêt, la hype, on pourrait dire, dont il a été l'objet, s'est assez rapidement atténué. Parce que certains, voire même la plupart des thèmes futuristes abordés dans le cyberpunk sont trop vite devenus des thèmes d'actualité, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Et ça s'est essoufflé à mon sens à cause de ça, du fait que ce futur était peut-être un poil trop proche ou est arrivé trop vite en fait pour le cyberpunk qui aujourd'hui, sans être devenu totalement inintéressant, s'est confronté assez rapidement à ses limites en fait, du fait qu'on a atteint plus rapidement, je pense qu'ils l'avaient anticipé eux-mêmes des paliers en fait de similarité entre le réel et est-ce que quand on fait quelque chose qui commence à devenir d'actualité, est-ce qu'il s'agit encore de science-fiction? Je pense plus tout à fait, on parlera à ce moment-là plutôt de fiction si ça se rapproche un petit peu trop du réel, et je pense que le cyberpunk a touché assez rapidement cette limite. Bon voilà, le développement du numérique, il a été si rapide, il a été si fulgurant que fiction et réalité se sont rejoints, voilà, mettant un terme effectif à ce qui constitue un des piliers fondateurs de la SF, à savoir la spéculation. Ouais. Donc là, à mon avis, voilà, c'est un peu mort. Sans être mort, voilà, ça peut être réutilisé, ça peut être développé, on peut refaire, je pense qu'on peut faire du cyberpunk. Ouais, ça peut être remis au goût du jour. Clairement, et peut-être que d'ici un an ou deux, ils vont prouver que j'ai tort et qu'il va y avoir un renouveau du cyberpunk. Cela dit, le renouveau... Oui, pardon. Non, vas-y, c'est ce que j'allais dire, en termes de cyberpunk, il y a pas, je sais pas, dans un classique qui est des trucs genre Ghost in the Shell, etc. C'est techniquement de cyberpunk ou pas du tout? Alors oui, Ghost in the Shell, Akira... c'est des trucs où on n'y est pas encore non plus complètement. Non, certes, on peut citer Matrix peut être assimilé à du cyberpunk. Beaucoup le prétendent que non, mais je vois pas trop ce que ça pourrait être si c'est pas du cyberpunk. C'est vrai. Du post-apo aussi. Ouais. C'est du post-ap. Ouais. En partie, c'est d'où l'idée de mélanger des genres au final. À nouveau, comme tu disais. Ouais, moi, ce que tu peux faire, c'est de faire du cyberpunk, mais encore plus loin dans le temps. Et du coup, là, ça ressemblerait moins à aujourd'hui, donc on peut avoir des éléments cyberpunk, on peut avoir des éléments biopunk dans du space opera, notamment j'en avais parlé, la trilogie de l'Aube de la Nuit, où on a l'humanité qui s'est scindée en deux factions. Une faction majoritaire dont toute la vie, toute la technologie est basée sur les nanotechnologies justement et des implants qu'ils ont dans le cerveau. Des nanites en fait, des milliards de nanites qu'ils ont dans leur corps et qui agissent comme des cellules, qui les soignent, etc. Enfin voilà, et une autre partie de l'humanité minoritaire dont la technologie rejoint celle qui est développée dans le biopunk, c'est-à-dire les technologies purement des biotechnologies en fait, et la manipulation du génome, etc. Donc on peut en faire, bien sûr, on peut avoir des éléments steampunk sans que ce soit cyberpunk. On va y venir justement au steampunk, c'est pour ça que ma langue a fourché. Vas-y, nous te relaissons la parole à nouveau.
Voilà, le cyberpunk, à défaut d'avoir perduré longtemps, peut se vanter d'avoir influencé et même entraîné la création de nombreux autres courants littéraires, comme le steampunk, le dieselpunk ou le biopunk. Alors vous aurez compris comment différencier ces sous-genres, le principe est le même en fait. On se base pour créer un univers sur des technologies hypothétiques, que l'on met en scène dans des sociétés hypothétiques elles aussi, où ces mêmes technologies ont un rôle central ou qui devient de plus en plus central dans le développement du récit. Là où le cyberpunk se base sur la technologie électronique, le steampunk lui se fonde sur la technologie de la machine à vapeur. Steam en anglais signifiant vapeur. De ce fait, le steampunk est essentiellement uchronique. Oui. Bah oui, forcément, mais c'est une uchronie. Moi, ça m'intéresse pas trop les uchronies. Voilà, je vous donne mon avis, même si vous en fichez. Mais je trouve que ça a ses limites. Le dieselpunk, lui aussi, essentiellement uchronique et qui est centré sur l'énergie, l'utilisation des énergies fossiles, donc essence, pétrole, etc. L'énergie nucléaire aussi rentre en compte pas mal dans le Fallout, c'est techniquement du Fallout, en effet, mais Fallout, c'est tout. Fallout, Fallout, c'est du cyberpunk, Fallout, c'est tout en fait, c'est absurde Fallout. C'est génial, hein, mais c'est absurde. Et le biopunk qui lui se base sur la biotechnologie et la maîtrise du génome. C'est en ce sens en fait que je me suis permis de vous parler de ces quatre sous-genres de manière détournée certes un petit peu, parce que je pense que maintenant vous comprenez mieux dans quelle mesure ils sont proches malgré leurs différences. Bien différents bien sûr, mais il y a quand même ce rapprochement qui peut être fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tous le même suffixe, ils partent tous dans le même postulat, technologie dominante ou émergente qui prend une place dans le récit. Qui devient soit de plus en plus central, soit qui l'est déjà. Normalement, je finis sur une recommandation. Oui. Le fait est que j'ai lu aucun truc qui est vraiment cyberpunk, ou majoritairement cyberpunk. Donc j'aurais pas de recommandation à vous faire. Malheureusement, renseignez-vous. Vous pouvez trouver assez facilement des œuvres cyberpunk, les grands classiques, les moins grands classiques. Il suffit d'utiliser Internet. C'est vrai. Et c'est un peu cyber ça d'utiliser Internet en plus. Bien sûr. Donc vous êtes déjà un petit peu dans le cyberpunk. Mais peu importe. D'accord. Voilà, tapez cyberpunk, œuvres, vous trouverez des suggestions d'œuvres importantes. Bon, à vous de juger si elles sont bien ou pas. Moi, je pourrais pas vous conseiller sur la chose, puisque comme je l'ai dit, je n'en ai pas lu. Eh bien, ce sera la fin décevante de cette chronique dont j'ai le sentiment qu'elle fut assez laborieuse, en espérant que ce ne soit pas trop le cas. Non, franchement, moi, je bois tes paroles à chaque fois. Je suis flatté. Mais du coup, j'en viens à une question. C'est une question qui m'a taraudé l'esprit quand on a commencé à aborder les autres punks. C'était, techniquement parlant, est-ce que par exemple Jules Verne, c'est du steampunk? Parce que pour lui, c'est des trucs contemporains, mais de nos jours, c'est un imaginaire qui s'apparente à du steampunk. Donc, de nos jours, c'est clairement steampunk, et je pense que dans l'esthétique parce que le steampunk c'est un courant littéraire, mais c'est aussi devenu un courant esthétique. Esthétique, c'est ça. Bon, voilà, il y a des mecs qui font du cosplay steampunk pour des raisons qui m'échappent, mais c'est bon, je vous vexez pas si vous en faites, c'est pas grave. J'ai pas la prétention de tout comprendre. Moi, j'aime bien le là, steampunk. Je me bute à une de mes limites, et c'est bien de buter à ses limites, parce que mais c'est quand même ça qui nous fait avancer quelque part. Et j'essaierai de faire preuve d'ouverture d'esprit, mais là tout de suite j'y arrive pas, je suis un peu fatigué. C'est parce que il est tard, c'est pour ça. Ouais, non, mais en vrai voilà, le steampunk, je pense que oui, bien sûr que c'est steampunk de notre point de vue maintenant. Ce qu'a fait Jules Verne, c'est steampunk, mais pour lui c'est pour lui, c'était de l'anticipation. Pour lui, plutôt. c'est plus de l'anticipation, bien sûr. Il s'agit pas de. Et du coup, ça fait réfléchir au fait Parce que pour lui, c'est un steampunk, c'est comme si nous, dans 150 ans, il y a des gens qui prennent l'esthétique des années 90, l'esthétique dégueulasse d'ailleurs, des années 90 pour notre enfance, hein, ça nous parle. Oui, oui, nostalgie. Et non, pour lui, c'est le présent avec de l'anticipation en fait. C'est plus de l'anticipation, mais il y a cette esthétique steampunk, des machines à vapeur. C'est steampunk pour nous maintenant, mais mais c'est assez rigolo de se dire que peut-être que dans le futur, les gens, des choses qu'on a écrites aujourd'hui, qui sont plutôt d'anticipation, seront reprises dans des genres du futur qu'on connaît pas encore. Et c'est assez rigolo de constater que finalement, avec le temps, les ouvrages changent et les esthétiques sont gardées. Il faudrait trouver une technologie qui définit les années 90 et rajouter punk à la fin. Les VHS. Ouais. Non, une autre. 90, c'est l'avènement aussi de l'internet civil, même si c'est pas utilisé grandement avant les débuts des années 2000. Peut-être le netpunk. Le netpunk. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on n'est pas
Ça ressemble un peu au cyberpunk du coup, non? Ouais, mais c'est... Oui, ouais. Ouais, mais comme j'ai dit, maintenant c'est chiant. Ouais, c'est pour faire chiant, du ouais, cyberpunk c'est plus parce que possible. Il y a plein de trucs maintenant qu'on a rejoint. Le cyberpunk, il y a un truc que dont j'ai pas parlé, mais il y a aussi le sentiment de cette réalité virtuelle. Dans les œuvres de cyberpunk, la réalité virtuelle, enfin, je veux dire, c'est le fondement même, en fait. Philippe K. Dick, qui a fait pas mal de trucs qui peuvent s'apparenter à du steampunk. Il a Cyber. fait, oui, du cyber, purée. Pardon. Non, t'inquiète. Non, mais c'est vrai, il a fait beaucoup de choses qui sont apparentées à du cyberpunk, et pour le coup, c'est un des grands maîtres, et lui, il y a toujours cette distinction qu'on n'arrive plus à faire au fil de ses œuvres. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Ouais. Et il y a beaucoup à voir avec cette réalité virtuelle, ce qui est devenu l'internet en fait, presque. Oui, bien sûr. Ouais. Le cyberspace, ils appelaient ça à l'époque, un espèce de cyberspace où tout le monde pourrait être connecté, soit par des implants, Via des smartphones du coup ouais, au final. des smartphones, avec des intermédiaires un peu moins technologiquement avancés, mais ça fait le café, quoi. C'est la même chose. Ouais. Enfin, On est dedans quoi. exact. Eh ben écoute, merci beaucoup Ben, Merci, Ben. c'était très chouette. Merci de m'avoir écouté. Mais de rien, c'est toujours en vrai, c'est vraiment toujours un plaisir. Moi, je Bah suis oui. hyper content de vous avoir tous les trois autour de cette table. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.